Merci bien, Cheikh Tidiane Diawo. Et nous recevons notre deuxième invité. Il s'agit de M. Prudence Sebahizi. Il est le chef de l'unité chargée de la zone de libre-échange continentale africaine par l'Union africaine. Je pense que c'est bien ça. Bonsoir, M. Sebahizi, oui, et merci d'être avec nous. Je vous en prie. On va d'abord commencer par la zone de libre-échange continentale africaine. Qu'est-ce que la ZLECAf? La ZLECAf, comme vous l'avez dit, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est un marché qui englobe les 55 États membres de l'Union africaine, avec une population de 1,3 milliard d'habitants et un revenu intérieur brut cumulé de tous les pays d'à peu près 3,4 000 milliards de dollars. Donc vous comprenez, c'est un marché qui est un peu global. Oui, donc c'est ça qu'on attend par la zone de libre-échange continentale. Et comment fonctionne ce marché? Le marché, donc, il est basé sur l'accord qui a été conclu entre les États membres de l'Union africaine. Donc c'est basé sur les règles donc, du jeu, comme vous le savez, même le jeu, le football, il y a les règles à suivre. Ouais. Il a été convenu par les États membres de l'Union africaine qu'on va abaisser les tarifs douaniers sur les marchandises provenant des pays de l'Afrique. Et puis, on va également faire la libéralisation progressive du commerce et des services. Et il y a également les règles qui concernent le règlement des différends, au cas où les opérateurs économiques ont des problèmes avec les réglementations nationales ainsi que les lois qui sont imposées pour réguler. Ce qui veut dire que cette zone de libre-échange ne concerne que l'aspect commercial et que la libre circulation des personnes n'en fait pas partie. La libre circulation des personnes n'en fait pas partie, mais ça fait partie du programme global de l'Union africaine. La zone de libre-échange continentale porte sur 5 éléments. Donc, à part le commerce des marchandises, il y a le commerce des services, mais il y a également les règles sur les investissements, les règles sur la protection de la propriété intellectuelle ainsi que la politique de concurrence. Très bien. Mais nous avons vu que la première économie mondiale, le Nigeria en l'occurrence, n'en fait pas partie. Pourquoi? D'abord, le Nigeria en fait partie. Donc, tous les États ratifié. Je pense qu'ils ont pris du temps avant de signer l'accord. Okay. Comme vous le savez, ils ont signé l'accord au mois de juillet l'année passée, alors que les autres pays avaient signé au mois de mars 2018. Donc ils ont pris du temps, ce qui a un peu créé une confusion que peut-être il ne faut pas partie, mais je vous rassure qu'ils font partie. La raison pour laquelle ils ont pris du temps, c'était juste pour se rassurer que tous les acteurs, toutes les parties prenantes sont à la hauteur de comprendre les enjeux de cette zone de libre-échange continentale. Et le gouvernement, bien sûr, a eu l'aval des parties prenantes. Une fois qu'ils ont signé, ils ont rassuré également qu'ils vont ratifier bientôt. Je pense qu'ils ont amorcé le processus. Donc, en tout, le Nigeria fait partie. On a combien de pays signataires? On a 54 pays signataires sur 55. Donc, il n'y a qu'Érythrée qui n'a pas encore signé, mais qui ont également promis qu'ils vont signer bientôt. Et parmi les 54 pays qui ont signé, les 30 pays ont déjà ratifié. Donc, avec la ratification, vous comprenez qu'ils ont déjà confirmé qu'ils vont exécuter les accords. Est-ce que cet instrument-là prend en compte le secteur privé national, parce que les pays diffèrent et il peut arriver qu'on soit face à des industries beaucoup plus fortes que les secteurs privés national. Est-ce que cet aspect-là est pris en compte par la ZLECAf? Oui, cet aspect est bien pris en compte. Il y a beaucoup de provisions dans les textes légaux qui vont régir ces aspects. Disons par exemple, comme je vous l'ai dit, il y a eu une catégorisation des pays suivant le niveau de développement. En Afrique, nous avons les deux catégories.
nous avons les pays en voie de développement, donc les pays les moins avancés, qui ont reçu un traitement différentiel. Donc il va falloir 10 ans pour faire la libéralisation de 90% des produits, alors que les pays avancés n'auront que 5 ans. Donc vous voyez, on a pris en considération le niveau de développement, ça c'est un, mais également concernant les entreprises elles-mêmes, il y a les éléments de l'accord qui prévoient que chaque pays devra désigner 3% de ses produits comme produits à exclure de la libéralisation. Et ces 3% des produits, du nombre total des produits commercialisés, peuvent venir des entreprises qui doivent être protégées par les gouvernements suivant les critères qui ont été également adoptés. Si l'on prend l'exemple des tarifs douaniers, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que des pays vont accepter de retirer ces droits de douane en acceptant de se, disons, conformer à une règle qui a été établie pour que chacun puisse faire cela? Ah oui, d'abord, avant que le projet ne commence, les chefs d'État et de gouvernement étaient convaincus qu'il y a les avantages qui sont déjà menés par la mise en place de cet accord. Et ces avantages-là vont pousser les États également à respecter les engagements. Je vous dirais par exemple, si vous opérez dans un marché fermé, d'abord, la probabilité est que les investisseurs ne seront pas intéressés à venir dans votre pays, oui, alors que la plupart des pays africains ont des politiques d'attirer les investisseurs. Alors, la condition primordiale pour avoir les investisseurs, il faut d'abord ouvrir votre marché pour les opérateurs économiques. Pour eux, ils n'ont pas de frontières. Et deuxièmement, la population elle-même peut mettre la pression sur le gouvernement, disons la pression parce que une fois que vous fermez votre marché, les prix des produits vont monter. Et la montée des prix des produits peut causer l'instabilité politique parce que la population va comparer les prix au niveau national des prix au marché international. Et donc, avec cette ère d'information, tout le monde va savoir ce qui se passe ailleurs. Oui. Donc, de plus vous fermez votre marché local, de plus les prix vont monter, ce qui peut causer l'instabilité. Bon, l'un des objectifs de la ZLECA, c'est d'augmenter quand même le volume du commerce intra-africain à 60% sur 3 ans. Ouais. À combien s'élève le taux actuellement? En 2012, lorsque la décision a été prise pour mettre en place cette zone de libre-échange continentale, le commerce intra-africain était très bas, donc c'était à 12%. Comparativement aux autres régions comme l'Union européenne qui est déjà à plus de 60%, on a déjà remarqué qu'il y a un problème. Mais depuis lors, il y a eu des évolutions. Aujourd'hui, on est à peu près à 20%. Le pourcentage qui n'est pas satisfaisant, donc qui doit également être amélioré. Mais l'objectif, c'est de doubler ce pourcentage et même aller au-delà, jusqu'à peut-être à 60% ou à 50% comme les autres régions. Et si vous comprenez bien, si on ne peut pas commercialiser avec les pays voisins, alors quel est l'avantage de faire le commerce avec les pays d'outre-mer, comme l'Amérique, comme l'Asie ou bien même l'Europe, alors qu'on ne peut pas faire la commercialisation en Afrique? Il y a également, les analyses économiques ont montré que il y a plus d'avantages de faire le commerce entre les Africains parce que les termes de l'échange, le commerce entre l'Afrique et les pays développés en dehors de l'Afrique ne nous donne pas d'avantage parce que c'est le commerce, nous exportons les produits primaires, les matières premières également, contre les produits finis. Les produits finis sont chers, mais les matières premières que nous exportons ne sont pas chères sur le marché international. Donc,
nous gagnons paix par rapport à ce que nous devons payer pour avoir les produits de consommation. Et quand est-ce que cette mesure sera effective? Je parle de la ZLECA pour ce qui est des échanges entre les différents pays africains. Oui, les échéanciers ont été fixés. Je vous dirais par exemple que la libéralisation du commerce des marchandises commence le 1er juillet 2020, qui va s'étendre sur une période de 5 ans pour la plupart des pays avancés et sur une période de 10 ans pour les pays moins avancés. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin de la 10e année, on peut dire qu'on aura un marché complètement libéralisé au sein des pays de l'Afrique. Qu'est-ce qui nous garantit aujourd'hui que ce modèle va réussir? Parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été entamées par beaucoup de pays, en tout cas pour ce qui est de la région africaine, mais juste après, on voit que le suivi pose problème. Qu'est-ce qui fera la différence pour cette question? Je dirais que cette initiative d'abord est existante comparativement aux autres initiatives. C'est l'accord qui a été négocié pendant une très courte période. Si on compare les autres textes légaux qui prennent même au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, la négociation des accords commerciaux a pris plus de 50 ans. Mais en Afrique, ça n'a pris qu'à peu près 5 ans. Parce que les pays voyaient l'intérêt. Il y a bien sûr les expériences des autres pays comme l'Union européenne et d'autres communautés économiques régionales et qui ont montré que quand on est unis, on se développe très rapidement. Donc il y a une motivation, des avantages qu'on va tirer dans la mise en place de ce marché commun. Et nous sommes sûrs que comme l'engagement est venu du plus haut niveau des chefs d'État, la mise en exécution ne sera pas un problème. Et comment appréciez-vous aujourd'hui la sortie du président congolais, Félix Tshisekedi, qui dit que c'est une belle initiative, certes, mais il faudrait que les États africains se penchent déjà sur les conflits qui sont dans le continent, les résoudre d'abord avant de penser aux échanges inter-africains? Je dirais que la libre-échange complète les mesures qui peuvent être mises en place pour assurer la sécurité. On disait, il y a un adage qui dit que si les marchandises ne traversent pas les frontières, les soldats le feront. Donc, c'est-à-dire, si vous empêchez les marchandises à circuler librement entre les pays voisins, il y aura toujours une probabilité des insurrections, une probabilité des rebelles. Parce que la cause, si on voyait la cause de la guerre, c'est la pauvreté. Et si vous ne partagez pas les ressources, c'est-à-dire que vous ne résolvez pas le problème d'insécurité. Donc je pense que le commerce, les échanges commerciaux entre les pays voisins vont améliorer la situation financière également sécuritaire de ces pays. D'accord. Oui, nous savons que beaucoup de pays africains quand même ont des accords bilatéraux avec d'autres pays en dehors de l'Afrique. Ouais. Bon, comment ça va se passer avec la ZLECA? Est-ce qu'ils vont conserver ces accords commerciaux-là ou bien ils vont tout simplement se départir de ces conventions-là? La zone de libre-échange continentale ne va pas empêcher les accords qui sont déjà en cours. Okay. Donc les pays qui ont déjà conclu les accords commerciaux avec d'autres pays en dehors de l'Afrique vont garder ces accords. Mais le principe de la nation la plus favorisée, qui régit la plupart des accords commerciaux, exige que les avantages qui sont donnés aux étrangers doivent nécessairement être donnés ou par réciprocité bien sûr aux membres de la ZLECAf. Donc si un pays avait déjà des accords commerciaux avec l'Union européenne, une fois ratifié la ZLECAf, doit étendre ses préférences aux autres pays membres de la ZLECAf. Très bien. Et d'où la ZLECAf tire son financement? La ZLECAf, comme étant un programme africain, doit être totalement financé par les États membres. Ça, c'est un. Bien sûr, il y a les partenaires qui ont toujours financé les projets de développement de l'Afrique, mais
je dirais que le souhait, c'est que l'Afrique prenne charge de ses affaires. Donc, les États membres vont financer le programme. Et comme vous le voyez, la mise en exécution de la ZLECAf va également stimuler les économies nationales, ce qui va faire de sorte que les pays africains vont avoir assez de moyens pour contribuer au fonctionnement. Comment vous faites, puisque c'est ça certainement c'est en discussion et qu'un budget n'a pas encore été arrêté, mais comment vous faites pour les déplacements, les autres concertations et les forats que vous organisez pour discuter de toutes ces questions-là? La plupart des activités de la ZLECAf ont été financées par les États membres depuis le début. Nous avons plus de 80% du budget de négociation qui vient des États membres et qui est complété par les ressources financières de certains partenaires de l'Afrique, comme l'Union européenne, mais la plupart, je dirais, des ressources financières viennent des États membres. Parce qu'il y a l'Union africaine, comme vous le savez, c'est une organisation intergouvernementale, là où les États membres font les contributions annuelles. Donc le budget de la ZLECAf fait partie des autres programmes de l'Union africaine qui sont déjà financés par les États membres. Un dernier point, c'est par rapport à la plateforme en ligne qui a été mise en place pour, disons, les négociations tarifaires. Comment cela va-t-il se passer? C'est l'un des outils qui ont été mis en place. Ce n'est pas le seul outil. L'outil de négociation tarifaire complète d'autres outils comme l'Observatoire du commerce intra-africain. Ça complète également une autre plateforme pour l'élimination des barrières non tarifaires qui a également été mise en place. Mais cet outil, on dirait que c'est une plateforme là où les négociateurs des pays ainsi que les experts douaniers vont avoir des interactions régulières pour ce qui concerne la mise en application des engagements des pays. Parce que si vous voyez bien, le pilotage ou l'exécution d'un projet pareil aurait nécessité que les gens se rencontrent journalièrement ou même régulièrement, ce qui va coûter très cher. Mais avec la plateforme en ligne, donc c'est-à-dire qu'on peut interagir à distance, les gens vont faire le travail au niveau national, mais le travail peut être partagé au niveau continental par tous les utilisateurs de l'outil. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Prudence Sebahidi, qui est le chef de l'unité chargée de la ZLECAf par l'Union africaine. Merci également à Daouda Mine et félicitations encore pour son nouveau poste de président de la commission de la carte nationale de presse. Juste après, vous pourrez retrouver dans quelques minutes Papa Ngagne qui reçoit le ministre Oumar Youm. C'est dans Faram Fatih. Excellente soirée sur la